12e tradition. L'anonymat est la base spirituelle de toutes nos traditions et nous rappelle sans cesse de placer les principes au-dessus des personnalités. Le sacrifice constitue la substance spirituelle de l'anonymat. Vu qu'il nous est répété dans chacune des 12 traditions des AA de sacrifier nos désirs personnels pour le bien commun, nous prenons conscience que l'esprit de sacrifice, dont l'anonymat est un excellent symbole, est à la base de toutes ces traditions. Et si tant de gens ont autant confiance en l'avenir des AA, c'est que nous avons prouvé que nous étions disposés à faire ces sacrifices. Mais, au début, l'anonymat n'est pas né de la confiance. C'était plutôt le fruit de nos peurs de débutants. Nos premiers groupes d'alcooliques ne portaient pas de nom parce que c'étaient des sociétés secrètes. Les nouveaux candidats ne pouvaient nous joindre que par l'entremise d'amis très sûrs. Toute mention de publicité, même au sujet de notre travail, nous saisissait. Bien que ne buvant plus, nous nous pensions encore obligés de nous mettre à l'abri de la méfiance et du mépris public. En 1939, lorsque le gros livre fut publié, nous l'avons titré « Alcoholics Anonymous ». L'avant-propos contenait cette déclaration révélatrice. Il est très important pour nous de garder l'anonymat, car nous sommes actuellement trop peu nombreux pour nous occuper du nombre exorbitant d'appels personnels que peut déclencher cette publication. Comme nous sommes presque tous des gens d'affaires ou de profession libérale, nous ne pourrions plus, dans ces conditions, vaquer convenablement à nos occupations. Il est facile de lire entre les lignes que nous avions peur que l'arrivée d'un grand nombre de nouveaux fasse éclater notre anonymat. Les problèmes d'anonymat se multipliaient au même rythme que les groupes. Ébahis du rétablissement spectaculaire d'un frère alcoolique, il nous arrivait de discuter de son cas entre nous en dévoilant des détails intimes et bouleversants que son parrain seul aurait dû connaître. La victime ulcérée se plaignait avec raison qu'on avait trahi sa confiance. Quand ces révélations se mettaient à circuler à l'extérieur du mouvement, la crédibilité de notre engagement à l'anonymat était fortement ébranlée. Cela a fréquemment éloigné des candidats. Il était évident qu'il ne fallait pas révéler le nom d'un membre s'il le désirait, non plus que son histoire. Ce fut notre première leçon pratique de l'anonymat. Certains de nos nouveaux membres, toutefois, dans une attitude d'intempérance bien caractéristique, faisaient fi de toute discrétion. Ils voulaient crier le nom des AA sur tous les toits, et le faisaient. Certains alcooliques, à peine sevrés et le cœur content, couraient raconter leur histoire à qui voulait l'entendre. D'autres se précipitaient devant les microphones et les caméras. De temps en temps, ils s'enivraient lamentablement et quittaient leur groupe en claquant les portes. Ce n'étaient plus des membres, mais des vedettes AA. Ce phénomène de contraste nous força vraiment à réfléchir. Pour nous, la question se posait clairement. Jusqu'où l'anonymat doit-il aller? La croissance que nous avions connue nous interdisait de nous comporter comme une société secrète. Mais nous ne pouvions pas non plus nous transformer en circuit de vaudeville. Il nous a fallu beaucoup de temps pour nous tracer une voie sûre entre ces deux extrêmes. Règle générale, le nouveau souhaitait aussitôt informer sa famille de ce qu'il tentait de faire. Il voulait aussi en parler à ceux qui avaient essayé de l'aider, son médecin, son pasteur ou ses amis intimes. À mesure qu'il se sentait plus sûr de lui, il trouvait normal d'expliquer son nouveau mode de vie à son employeur ou à ses associés. Lorsque l'occasion se présentait de porter secours, il découvrait qu'il lui était assez facile de parler des AA à toutes sortes de gens.
Ses aveux discrets l'aidaient à se défaire de sa crainte du stigmate alcoolique et à répandre dans son milieu la nouvelle de l'existence des AA. Beaucoup de nouveaux membres, hommes ou femmes, se sont joints à nous suite à de telles conversations. Même si la consigne de l'anonymat n'était pas suivie à la lettre, l'esprit en était dûment respecté. Mais il devenait apparent que la méthode du bouche à oreille ne suffisait pas. Notre travail avait besoin d'une vraie publicité. Il fallait que les groupes puissent rapidement atteindre le plus grand nombre possible d'alcooliques désespérés. De nombreux groupes commencèrent à tenir des réunions auxquelles on admettait des amis ou d'autres personnes intéressées, afin de permettre aux gens ordinaires de voir par eux-mêmes en quoi consistait le mouvement. Ce genre de réunion reçut un accueil fort sympathique. Bientôt, on demandait au groupe de déléguer des membres pour s'adresser à des groupes de citoyens, à des assemblées religieuses et à des associations médicales. Lorsqu'on respectait l'anonymat sur ces tribunes et que les journalistes présents étaient avertis de ne pas mentionner les noms des membres et de ne pas utiliser leurs photographies, les résultats étaient magnifiques. Nous avons ensuite fait nos premières incursions dans la grande publicité. Elles furent sensationnelles. Du jour au lendemain, à Cleveland, nous sommes passés d'une poignée de membres à plusieurs centaines par suite d'articles publiés sur nous dans le journal de l'endroit, le Plain Dealer. En un an seulement, le nombre de nos membres doubla grâce au reportage sur le dîner offert par M. Rockefeller pour faire connaître les alcooliques anonymes. Le célèbre article de Jack Alexander dans le Saturday Evening Post fit de notre mouvement une institution nationale. De tels hommages ont fait boule de neige. D'autres journaux et revues réclamaient des témoignages. Les studios de cinéma voulaient nous filmer. La radio, et enfin la télévision, nous assiégeaient de propositions d'entrevues. Que fallait-il faire? Nous étions conscients que ces nombreuses marques d'intérêt à notre égard, bien que contenant la promesse d'une vaste reconnaissance publique, pouvaient soit nous aider considérablement ou nous nuire terriblement. Tout dépendrait de la façon dont elles seraient canalisées. Nous ne pouvions tout simplement pas prendre le risque de laisser des membres se mandater eux-mêmes et se présenter comme de véritables messies chargés de parler au nom des AA. L'instinct de promoteur qui dort en chacun de nous aurait pu causer notre perte. Il aurait suffi qu'un seul s'enivre publiquement ou se laisse aller à se servir du nom des AA par intérêt personnel pour causer un tort peut-être irréparable. À ce niveau, c'est-à-dire celui de la presse, de la radio, du cinéma et de la télévision, l'anonymat à 100% s'imposait sans autre choix. Là, les principes devaient prendre le pas sur les personnalités, sans aucune exception. Ces expériences nous ont appris que l'anonymat est l'humilité véritable en action. C'est une qualité spirituelle sous-jacente qui caractérise aujourd'hui la vie du mouvement partout dans le monde. Animés par l'esprit d'anonymat, nous essayons de sacrifier notre désir naturel de nous signaler personnellement comme membres des AA, tant auprès de nos compagnons alcooliques que dans le grand public. Nous croyons qu'en faisant ainsi taire ces aspirations bien humaines, chaque membre contribue personnellement à tisser l'immense manteau qui couvre et protège le mouvement tout entier et sous lequel nous pouvons croître dans l'unité. Nous sommes assurés que l'humilité, telle qu'elle s'exprime dans l'anonymat, est la protection la plus efficace que peuvent se donner les alcooliques anonymes. Les 12 traditions. Version intégrale.
L'expérience des AA nous enseigne ceci. 1. Chaque membre des alcooliques anonymes n'est qu'une infime partie d'un grand tout. Les AA doivent continuer d'exister, sinon la plupart d'entre nous seront voués à une mort certaine. Notre bien-être commun doit donc venir en premier lieu, mais notre bien-être personnel vient tout de suite après. 2. Dans la poursuite de notre objectif commun, il n'existe qu'une seule autorité ultime, un Dieu d'amour tel qu'il peut se manifester dans notre conscience de groupe. 3. Nous devons admettre dans nos rangs tous ceux qui souffrent d'alcoolisme. Dès lors, nous ne pouvons exclure quiconque désirant se rétablir. De plus, l'adhésion au AA n'est conditionnelle à aucune contribution monétaire ou conformité à quelque règle. Dès que 2 ou 3 alcooliques se rassemblent pour leur sobriété, ils peuvent se considérer comme un groupe d'AA, pourvu qu'en tant que groupe, ils ne soient associés à aucun autre organisme. 4. En ce qui concerne son propre fonctionnement, chaque groupe des AA ne devrait dépendre d'aucune autorité autre que sa propre conscience. Mais si ces projets affectent le bien-être d'autres groupes environnants, ces derniers devraient être consultés. De même, aucun groupe, comité régional ou membre ne devrait poser d'actes susceptibles d'affecter l'ensemble du mouvement sans en avoir d'abord parlé aux administrateurs du Conseil des services généraux. En pareil cas, le bien-être commun passe avant tout. 5. Chaque groupe des alcooliques anonymes devrait constituer une entité spirituelle n'ayant qu'un seul but premier: transmettre son message à l'alcoolique qui souffre encore. 6. Les questions d'argent, de propriété et d'autorité peuvent facilement nous détourner de notre but spirituel premier. Nous croyons donc que toute propriété importante vraiment utile au AA devrait être détenue et administrée séparément par une société dûment constituée pour bien distinguer le matériel du spirituel. Un groupe des AA comme tel ne devrait jamais se lancer en affaires. Les organismes qui peuvent servir d'appoint au AA, comme les clubs, les hôpitaux, et qui impliquent l'acquisition ou la gestion de propriétés, devraient relever d'une personne morale distincte et demeurer indépendants des groupes afin que, si nécessaire, on puisse s'en détacher facilement. Ces organismes, par conséquent, ne devraient pas utiliser le nom des AA. Leur gestion devrait incomber exclusivement à leurs bailleurs de fonds. Il est cependant préférable que les clubs soient administrés par des membres des AA. Mais les hôpitaux et les autres centres de traitement devraient se situer en dehors du mouvement et relever d'une autorité médicale. S'il est vrai que les AA doivent collaborer avec tous, cette collaboration ne doit jamais prendre la forme d'une association ou d'une caution, implicite ou explicite. Un groupe des AA doit être libre de toute attache. 7. Les groupes des AA doivent se supporter financièrement eux-mêmes avec les contributions volontaires de leurs membres. Nous croyons que chaque groupe doit atteindre cet objectif le plus rapidement possible. Qu'il est très dangereux d'utiliser le nom des AA pour quelque sollicitation de fonds auprès du public, qu'elles soient faites par des groupes, des clubs, des hôpitaux ou des organismes extérieurs. Qu'il est imprudent d'accepter des dons considérables, quelle qu'en soit la source, ou des contributions comportant quelque obligation que ce soit. De même, nous trouvons très inquiétant les trésoreries de certains groupes où continuent de s'accumuler des sommes qui dépassent leurs besoins justifiés
et qui constitue plus qu'une réserve prudente. L'expérience nous a démontré que rien n'est plus susceptible de détruire notre héritage spirituel que les disputes futiles sur des questions de propriété, d'argent ou d'autorité. 8. Les alcooliques anonymes devraient toujours demeurer une organisation non professionnelle. Par professionnalisme, on entend tout service rémunéré à titre de conseiller en alcoolisme. Rien, cependant, ne nous empêche d'employer des alcooliques pour accomplir des tâches qui pourraient autrement être remplies par des non-alcooliques. Ces services particuliers peuvent mériter une juste rémunération. Mais notre travail usuel de 12e étape doit toujours demeurer gratuit. 9. Un minimum de structure est nécessaire à chaque groupe d'AAA. La formule de la rotation à la direction est la meilleure. Un petit groupe peut élire son secrétaire. Un groupe plus considérable désignera un comité rotatoire. Et les groupes d'une vaste région métropolitaine formeront un comité central ou un intergroupe qui nécessitera souvent l'embauche d'un secrétaire à plein temps. Les administrateurs du Conseil des services généraux constituent en fait notre comité des services généraux d'AAA. Ils sont les gardiens de nos traditions et les dépositaires des contributions volontaires des membres. Contributions qui servent au support financier du Bureau des services généraux d'AAA à New York. Les groupes leur confèrent l'autorité de s'occuper de l'ensemble de nos relations publiques et d'assurer l'intégrité de notre magazine principal, le AA Grapevine. Tous ces représentants doivent être animés d'un esprit de service parce que chez les AA, les vrais chefs ne sont que des serviteurs de confiance et d'expérience pour l'ensemble du mouvement. Leur titre ne leur confère aucune autorité véritable. Ils ne gouvernent pas. Leur utilité dérive du respect universel qui leur est accordé. 10. Aucun groupe ou membre des AA ne devrait, sous aucun prétexte, exprimer une opinion qui engagerait le mouvement sur tout sujet extérieur qui prête à controverse, tout particulièrement en matière de politique, de lutte contre l'alcoolisme ou de différences religieuses. Les groupes des alcooliques ne s'opposent à personne. Sur de tels sujets, ils ne peuvent absolument rien dire. 11. Nos relations avec le grand public devraient se caractériser par l'anonymat personnel. Nous croyons que les AA devraient éviter la publicité à sensation. Nos noms et nos photos, nous identifiant comme membres des AA, ne devraient jamais être diffusés sur les ondes ou dans des films ou dans des écrits publics. Nos relations publiques devraient être guidées par l'attrait plutôt que par celui de la réclame. Il n'y a jamais lieu de se vanter. Nous croyons qu'il est beaucoup plus profitable de laisser ce soin à nos amis. 12. En dernier lieu, nous, des alcooliques anonymes, croyons que le principe de l'anonymat revêt une immense importance spirituelle. Il nous rappelle que nous devons placer les principes au-dessus des personnalités et pratiquer une humilité véritable. Ceci, afin que les grâces reçues ne nous déforment jamais, et pour que nous puissions vivre pour toujours dans la plus profonde gratitude envers celui qui est le maître de nos destinées.